Bonsoir et bienvenue à tous. Alors, on va profiter de l'occasion pour que le Mémoire et Patrimoine présente ses meilleurs vœux, évidemment. J'ai donc le plaisir d'accueillir ce soir Loïc Lepreux, qui est animateur de l'architecture et du patrimoine de Moissac depuis 2012. Loïc Lepreux est de ce fait responsable du label Ville d'art et d'histoire. Son cursus universitaire est bien rempli, vous vous en doutez. Licence d'histoire à l'université Michel de Montaigne à Bordeaux, master valorisation du patrimoine, spécialiste patenté de l'urbanisme au XIXe siècle, mais ses expériences professionnelles l'ont conduit vers le Moyen-Âge. Et Moissac, avec son abbaye, représente, dit-il, l'un des fleurons les plus emblématiques de cette période. Loïc Lepreux anime certes, mais il a l'art de faire découvrir les richesses culturelles et historiques de Moissac. Sous des angles, alors tout à fait nouveaux, découverte de la ville depuis le Tarn, en canoë, visite nocturne au flambeau, découverte des bains gallo-romains de Saint-Martin. Vraiment merci et bravo à vous. Ce soir, il nous transportera au XVIIIe siècle, car que savons-nous de Moissac et de ses habitants à cette époque? En s'appuyant sur les recherches de plusieurs historiens, il nous dressera le portrait de notre cité du Baquercy sous l'Ancien Régime. Je vous remercie de votre attention, bien sûr, et vous souhaite une excellente soirée. Merci. Alors, bonjour à tous. J'en profite avant de commencer pour vous dire donc, qu'il y a la prochaine conférence de Mémoire et Patrimoine le 11 mars. Et le 2 février, il y aura dans cette salle un intervenant universitaire, un docteur, qui a fait sa thèse sur notamment le légendier de Moissac. C'est un des manuscrits médiévaux de l'abbaye de Moissac. Il a publié un livre sur ce sujet. Et ça sera donc ici à 15h le samedi 2 mars, le premier samedi du mois de février. 2 février, pardon. Février. 11 mars, Mémoire et Patrimoine étymologie. 2 février, le légendier de Moissac. Et donc nous, ce soir, Moissac au XVIIIe siècle. Alors, mon objectif, c'était de dresser un portrait de la ville de Moissac au XVIIIe siècle. Donc on va ouvrir différents tiroirs, ça ne va pas être exhaustif. Et malheureusement, avec mon travail, je n'ai pas le temps de faire toutes les recherches que je souhaite, et je vais m'appuyer sur différents auteurs, différents chercheurs, d'articles d'une revue très intéressante pour ceux qui aiment le département. C'est la revue La Société archéologique du Tarn-et-Garonne. Nous avons toutes les éditions chaque année au service patrimoine au-dessus. Donc là, il y a 2 articles qui m'ont intéressé. L'un d'Olivier Guiral qui parlait de l'abbaye au XVIIIe siècle, l'autre de Paul Bergeon sur le consulat, donc sur la ville et son fonctionnement au XVIIIe. On a aussi une chercheuse qui a réalisé une maîtrise sur le commerce des farines, c'est Estelle Onezime. Et puis surtout, et vous le voyez sur la table, c'est pour ça que je l'ai ramené, une thèse mais remarquable d'Henri Ricalens sur Moissac au XVIIe et XVIIIe siècle. Donc ce que je vais vous lire ce soir, c'est en grande partie tiré de cette thèse que je n'ai pas pu éplucher jusqu'au bout, mais c'est extrêmement intéressant. Donc ceux que ça intéresse, vous pouvez soit lire cette thèse, soit il a édité un livre plus court, qui est aussi, je pense, intéressant. J'ai regardé que le sommaire, mais sur le même sujet. Donc Henri Ricalens, à retenir, c'est vraiment son travail est remarquable. Moi, je ne fais que le porte-parole de ses recherches. En introduction, notamment pour ceux qui ne connaissent pas forcément Moissac, avant de parler de la ville du XVIIIe, il faut expliquer d'où provient cette ville. Donc ici, sur ce dessin, on repère assez facilement le Tarn qui passe dans la partie basse du dessin. L'abbaye au nord, au pied des coteaux, vous voyez qu'il n'y a encore aucune maison autour. Et ici à gauche, un petit édifice, c'est l'église de Saint-Martin, connue des Moissagais pour ses bains gallo-romains, vestiges antiques. Où était la ville à l'origine? Est-ce qu'il y avait une ville autour de l'église Saint-Martin? C'est ce qu'on a très longtemps cru. On ne le pense plus aujourd'hui. Est-ce que la ville est née de rien autour de l'abbaye? C'est possible.
ou est-ce qu'il y avait déjà un petit bourg, une agglomération de maisons sur les coteaux, notamment au niveau de la côte Saint-Michel? C'est fort possible aussi, sachant que la paroisse Saint-Michel est la plus ancienne de Moissac. Dans tous les cas, cette ville se développe au cours du Moyen-Âge, et nous arrivons ici à la fin du Moyen-Âge. On repère toujours l'abbaye, donc au pied des coteaux, au nord de la ville. Les traits noirs qui entourent toutes les petites hachures, c'est les remparts. Moissac est une ville ceinturée par des remparts, un habitat densément construit à l'intérieur, et vous voyez des faubourgs, peu ou pas construits. Vous connaissez peut-être davantage le dessin qui vous montre la ville au XVIe siècle, en 1574. C'est grosso modo ce que je viens de vous dire. On retrouve les coteaux à l'arrière-plan, la ville circulaire, enfermée dans ses remparts avec des tours. Chaque porte fortifiée était protégée par une tour. Ici, on a la tour Saint-Jacques, qui donne accès vers les bords du Tarn, où il y avait déjà à l'époque un port, mais vous voyez, très très peu construit, que quelques petites maisons ici. Et là, un ancien pont, dit gallo-romain, en ruine à l'époque. Et là, nous arrivons à la période qui nous intéresse, au XVIIIe siècle. Quel est le changement entre ce dessin et celui-ci? Eh bien, c'est tous les faubourgs qui vont se développer, notamment ici, le long des berges du Tarn. Pourquoi? Parce qu'à notre époque, qui nous intéresse, au XVIIe et XVIIIe siècle, l'activité commerciale va se développer énormément, et donc forcément, les quartiers près du port vont se construire. Ça sera un peu la fin de ma présentation. Je vous montrerai quelques photographies de ces hôtels particuliers construits au XVIIIe siècle. On connaît Moissac pour son Moyen-Âge, l'abbaye forcément, mais finalement la ville est beaucoup plus XVIIIe que médiévale. Alors, avant de vous montrer, on peut le laisser. Donc, là, on vous dresse un portrait sur un petit peu l'évolution très rapide de la ville de Moissac. On arrive au XVIIe et XVIIIe siècle. Est-ce que Moissac, à l'époque, est une ville importante? Est-ce que c'est une cité importante? C'est une question que je vais vous poser. À votre avis, combien il y avait d'habitants à la fin du XVIIe siècle? Aujourd'hui, pour ceux qui ne le savent pas, on était en 2015 à 12 581 habitants. La moitié. Alors, la moitié, on est vers 6 000. Eh bien, en fait, Moissac, déjà, comme indice, ce n'est pas le siège d'une circonscription, puisque le sénéchal, qui a une fonction à la fois judiciaire, militaire, administrative, est à Lozerte. C'est Lozerte, le siège de la sénéchaussée. L'intendant, le représentant du roi de France, est à Montauban. On n'est pas non plus un siège d'évêché, puisqu'on dépend du diocèse de Cahors. On est simplement une cité commerçante. Et pourtant, déjà à l'époque, on était une ville, enfin surtout à l'époque, on était une ville moyenne du Royaume de France et une ville importante dans le sud-ouest. À la fin du XVIIe siècle, on avait 10 000 habitants. Sachant qu'il y en avait 7 000 à l'intérieur des remparts, ce qu'on appelle les habitants intramuros, donc 7 000 à l'intérieur, plus les faubourgs et les environs, en tout 10 000 habitants. Aujourd'hui, on est à 12 581. Vous voyez que ça n'a pas beaucoup évolué depuis la fin du XVIIe siècle. Pour comparer, parce qu'il faut comparer aussi avec l'époque, Montauban était à l'époque à 16 000 habitants. Combien? 16 000. Donc ce n'est pas le double. Donc vous voyez que finalement, Montauban est plus important, mais ce n'est pas encore très très flagrant. Toulouse, 43 000 habitants, et Bordeaux, 45 000. Donc vous voyez que Moissac, pour l'époque, c'était une ville importante. Ce n'était pas une petite ville rurale, c'était une ville importante qui était vraiment intégrée dans un ensemble de réseaux, d'échanges. C'est ce qu'on va essayer de vous démontrer. Si on continue sur la démographie, donc on a dit 10 000 habitants à la fin du XVIIe siècle, il va y avoir une chute au début du XVIIIe. En 50 ans, la ville perd pratiquement le quart de sa population, en descend à 8 200 habitants, en 1725. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, la peste, il y a eu une période de peste en 1128. Donc là, on est au début du XVIIe siècle, c'est fini, puisqu'on démarre à 10 000 à la fin du XVIIe siècle, 50 ans plus tard, 8 200, peut-être des maladies, surtout problème de nourriture, d'approvisionnement, de disette. À la fin du règne de Louis XIV, les hivers sont très rudes, il y a des mauvaises récoltes, on parle de petit âge glaciaire. C'est une des raisons, peut-être. Problème de récolte, donc baisse de la population. Et puis surtout, autre argument aussi, à la fin du XVIIe siècle, à Toulouse, on inaugure le canal du Midi, inauguré en 1681.
et peut-être qu'une partie du commerce toulousain va se réorienter vers la Méditerranée, mettant de côté Moissac, qui perd peut-être d'attractivité, et une partie de sa population suit là où il y a le commerce, où il y a des échanges, ils vont partir ailleurs. C'est notre possibilité. Donc si on démarre, nous pour le XVIIIe siècle, on démarre le siècle 1725 à 8200 habitants, et on termine le siècle à 11 000 habitants. Très forte croissance démographique pour deux raisons: baisse de la mortalité infantile et aussi flux migratoire positif. Si au début du XVIIIe siècle, on a une baisse d'attractivité peut-être à cause du canal du Midi, au cours du XVIIIe siècle, les échanges augmentent, nouvelle attractivité, nouvel apport de population. Quand je parle de migration, ce n'est pas des migrants qui viennent de très très loin, c'est en fait les paroisses locales, environnantes autour de Moissac. Donc on reste quand même assez local. Donc nous, on va partir sur une échelle entre 10 000 et 11 000 habitants. Beaucoup pour l'époque. Comment cette cité fonctionne? Le rôle de l'abbaye. Ici, vous avez donc une gravure, l'auteur est inconnu, qui nous représente une gravure du XVIIIe siècle. On connaît très bien l'église abbatiale avec son clocher. Ici, on a les ailes qui entourent le cloître, qui sont là au niveau de ma souris. Et ici, on a des vestiges de remparts, le reste de l'abbaye au nord de la ville, des fossés très peu entretenus qu'on a ici. Donc cette abbaye, très importante au Moyen-Âge, au XVIIIe siècle, elle ne joue plus un rôle majeur. Ça commence dès l'époque de François Ier. François Ier obtient du pape le droit de nommer ceux qui dirigent les institutions religieuses. Il a le droit de nommer des abbés, des évêques, ce qu'on appelle le droit de commande. Et donc à Moissac, depuis le XVIe siècle, on a des abbés commandataires. Ces abbés vont se contenter généralement de percevoir les revenus de l'abbaye, mais ils ne vivent ni sur place et ne s'occupent pas non plus de l'entretien. Ils auront un représentant local, mais les abbés, à partir du XVIIe siècle, ne vivent plus dans leur abbaye. La règle bénédictine, qui était la règle d'origine, va être de moins en moins respectée, et on va tendre, à partir du XVIIe siècle, vers la sécularisation. Entre 1618 et 1626, les moines reçoivent une partie des revenus de l'abbaye, ils se partagent les revenus, ce qui était impensable quand on est moine. Logiquement, un moine ne possède rien. À partir de là, ils reçoivent des revenus, ils vont posséder des maisons à leur nom propre. Ils ne vivent plus en communauté, ils ne partagent plus les dortoirs, les repas en commun, donc ils ne vivent plus selon la règle de Saint Benoît, ils demandent logiquement la sécularisation et ils deviendront des chanoines. Pour vous montrer un petit peu l'importance à cette époque-là, il y avait donc un abbé, 13 chanoines et 17 bénéficiés. Les bénéficiés, c'est des religieux, mais à un niveau un peu subalterne, mais qui reçoivent quand même une partie des revenus de l'abbaye. Donc vous voyez, en tout, on doit tourner à une trentaine de personnes, grand maximum. C'est plus du tout l'abbaye médiévale, où il y avait une centaine de moines. Donc, et en plus, pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire sur les livres du Moyen-Âge, en 1678, nos chanoines vont vendre à Colbert, ministre de Louis XIV, la bibliothèque des manuscrits médiévaux. Enfin, vendre, c'est un grand mot, ils vont échanger ces manuscrits médiévaux hors du commun contre quelques vêtements liturgiques. Donc vous voyez un petit peu l'état de l'abbaye qui ne tient plus du tout un rôle moteur pour la ville. Donc ça reste une abbaye très importante, des revenus considérables, mais partagés entre les abbés et les chanoines. Tout ce qui va être justice, commerce, administration va passer des mains de l'abbaye aux mains des consuls qui gèrent la ville et du représentant du roi de France. Le consulat, qu'est-ce qu'on peut en dire? Très ancien à Moissac, on remonte à 1221, première mention d'un consulat. À l'époque, il avait été accordé à la ville par le comte de Toulouse. Comment ça fonctionne? Au XVIIe siècle, on a un conseil politique, c'est-à-dire c'est l'élection, le pouvoir législatif, nos députés à nous. Donc on a un conseil politique, 36 membres, qui sont élus pour un an. Enfin, élus c'est un grand mot, on va dire nommés. En fait, ils nomment eux-mêmes leurs successeurs. Donc déjà, on reste dans une caste, vous voyez un peu quand même l'élite de la société moissagaise, c'est pas ouvert à tous. Donc on a un conseil politique de 36 membres pour un an, qui élise 4 consuls. Un par quartier, il y avait 4 quartiers à Moissac. Le premier consul, le maire en quelque sorte, est issu obligatoirement de la noblesse ou de la bourgeoisie. Le deuxième consul est marchand, ce qui montre l'importance du statut de marchand à Moissac. Le troisième, notaire, et le quatrième,
artisans, maîtres chirurgiens, etc. Donc 4 consuls, là aussi élus pour 1 an. Quelques charges municipales pour montrer un petit peu le fonctionnement. Les consuls ne sont pas seuls. Comme aujourd'hui, il va y avoir des syndics qui vont représenter la communauté moissagaise lors des procès, parce qu'il y a énormément de procès à l'époque, et la ville est mise en procès, donc il y a ces représentants des syndics. L'assesseur, qui est un officier municipal qui va aider les consuls, notamment pour rendre la justice, c'est un spécialiste de la justice, des trésoriers, des greffiers, des auditeurs de comptes, puisqu'à la fin de chaque mandat, il y a des auditeurs de comptes qui font le bilan, voir s'il n'y a pas eu d'argent détourné ou autre. Ils mettent des années à faire à chaque fois assez vite, hein, c'est pas très efficace. Et surtout, il va y avoir des agents consulaires. Alors ça, j'aime bien parce qu'on est vraiment là dans le concret. Vous allez avoir 4 sergents de ville, 4 policiers municipaux, en quelque sorte, des portiers, donc 5 portiers, puisqu'il y avait 5 portes dans les remparts, et ces portiers vont être logés à l'intérieur des remparts. Il y a des petits logements qui vont être créés à l'intérieur de l'épaisseur des murailles. Donc eux ne sont pas indemnisés, on considère que ces logements représentent leur indemnité. Ils sont chargés de s'occuper des portes de la ville. Il y aura aussi un carillonneur. Alors là, j'étais surpris pour le rôle de ce carillonneur. Il sonnait les cloches par temps d'orage pour préserver les cultures des risques de grêle. Je ne sais pas si c'était très efficace. Et du coup, j'ai appris, grâce à Henri Ricalens, avant ce carillonneur qui carillonnait pour éviter la grêle, il y avait un exorciste du temps, du climat. Donc ça, c'était avant le carillonneur. On est passé ensuite au carillonneur. Un horloger qui entretient les horloges. D'ailleurs, il y avait 2 horloges à l'époque. L'une sur le clocher de l'abbaye et la deuxième qui était au niveau du couvent des Récollets. La place des Récollets, c'était un couvent à l'époque, et c'est la ville de Moissac qui a acheté l'horloge de ce couvent. Un crieur public pour annoncer les nouvelles réglementations, les annonces, et le crieur public était choisi sur concours, parce qu'il fallait qu'il ait une voix forte. Donc on organisait un concours, et celui qui avait la plus forte voix était choisi. Des porteurs de lettres, mais il n'y avait pas de bourreau. Soit, de solution, on faisait appel au bourreau de Castel-Sarrazin, ou alors on demandait à un étranger qui séjournait dans la ville de faire le travail. Donc ça vous donne une idée un petit peu du fonctionnement. Alors très rapidement, les revenus, ça va être quoi les revenus de ce consulat? Ça va être les revenus des terres que possède la ville. Il possède des terres, des tuileries, ça rapporte. Ça va être les taxes, notamment les taxes sur le vin, qu'on appelle le souquet, très important, les taxes sur la viande, les taxes sur le poisson, et des péages. Des péages pour traverser le Tarn, le pont est en ruine, donc on prend le bac, et il faut payer un péage à chaque fois. Et aussi un péage pour les marchandises qui transitent par le territoire de Moissac. Et les dépenses, donc les indemnités des différents offices et agents consulaires, un entretien minimum des remparts, l'achat d'une horloge, tout ce qui va être un peu la gestion quotidienne, les procès, il faut financer aussi les procès auxquels la ville doit faire part, et puis aussi rembourser la dette. La dette est assez considérable, les revenus sont assez modestes, donc il y a une dette à rembourser qui est de plus en plus importante au cours des 2 siècles, le XVIIe et XVIIIe siècle. Au XVIIIe, il y a quelques petits changements, issus surtout de la mainmise de plus en plus forte du pouvoir royal, à travers son représentant, l'intendant de Montauban. En 1672, le pouvoir royal modifie quelque peu la réglementation du consulat. Déjà sur le conseil politique, vous vous souvenez, c'est ce pouvoir législatif, 36 membres. Déjà qu'à l'époque, c'est eux qui nommaient leurs successeurs. Et ça va encore plus se restreindre, puisqu'à partir de 1672, ils doivent nommer les successeurs parmi les anciens consuls. Donc vous voyez que les représentants de la ville, ce n'est pas du tout représentatif, ce n'est pas du tout démocratique, c'est qu'une caste, l'élite de la société moissagaise qui a la gestion de la ville finalement. Donc ça c'est la première modification, et la deuxième modification, c'est surtout que ce soit le gouverneur de Guyenne qui est à Bordeaux ou l'intendant de Montauban, ils vont influer de plus en plus dans le choix des consuls. S'ils ne les imposent pas directement. Souvent, ils imposent par ordonnance royale un nouveau consul, et d'ailleurs, à partir de 1770, c'est le cas. Chaque consul est nommé par ordonnance royale. Donc, on perd complètement le droit d'élire ces consuls. Et en plus de ça, puisqu'il y a des élus parmi vous,
les dépenses de la ville, vu que la ville est endettée, le pouvoir royal décide de plafonner les dépenses de la ville. C'est-à-dire que la ville n'est même pas libre de dépenser les sous qu'elle aura. Ou si elle veut construire un nouveau bâtiment ou autre, elle ne peut pas parce que c'est plafonné. Donc ça limite considérablement l'action des consuls, et bien sûr, ça renforce le rôle de plus en plus présent de l'intendant des rois. Les consuls avaient, parmi leurs droits et leurs fonctions, le droit de justice, une petite justice, notamment tous ceux qui venaient à l'encontre des règlements urbains, des infractions des ordonnances, de leurs propres ordonnances, ce qui était gros procès, ça ne dépendait pas des consuls, ça allait directement au Parlement de Toulouse, ou du sénéchal, et puis ensuite du Parlement de Toulouse. Néanmoins, il faut savoir que les 4 consuls à l'époque, c'est eux qui assuraient ce pouvoir de police et de justice. Ils étaient aidés quand même dans leur travail par 4 sergents de ville, mais à toute heure de la journée, de la nuit, les consuls pouvaient être sollicités pour constater une infraction, mettre fin à une bagarre, à une rixe, ou protéger un habitant. Donc dès qu'il y avait un souci, on appelait un consul. Quelques exemples de délits ou de crimes. Alors ça j'aime bien parce que c'est des exemples. En 1652, alors là j'aime pas par contre, je précise, une histoire de meurtre, puisque c'est le boucher Bagelé qui tue sa femme. Il est arrêté par un consul et il est conduit en prison au château royal, qui sert de prison à l'époque, sous la garde d'un geôlier. Il y en a un seul geôlier. La ville a des moyens limités, donc il y a un geôlier. Comme il s'agit d'un meurtre, forcément, le pouvoir des consuls, ça dépasse l'autorité des consuls. Il faut amener ce meurtrier devant le Parlement de Toulouse, en appel. Et les consuls demandent, parmi la population, qui veut bien se charger d'amener ce condamné à Toulouse. Par manque de moyens, probablement, on ne donne pas une indemnité à celui qui voudrait s'en charger. Personne ne veut se charger de ce transport. Mais entre-temps, le boucher Bagelé, il va faire appel à quelques connaissances à lui. Peut-être qu'il va aussi s'entendre avec son geôlier. Et il va s'enfuir, s'échapper des prisons. Il sera impuni. Est-ce qu'il reste à moi ça ou pas? Ça, j'ai pas la suite de l'histoire. Autre histoire. Alors là, c'est moins grave, même si c'est aussi triste. En 1781, le tonnelier Bonnet, c'est son nom, Monsieur Bonnet, se plaint au consul de sa voisine, Françoise Vieudan, qui est pris régulièrement d'accès de folie et qui insulte tous les gens qui passent devant chez elle qui vont à l'église. Donc il vient se plaindre au consul, il ne sait plus quoi faire. Les consuls arrêtent cette folle, arrêtent cette dame Vieudan et l'enferment en prison. Mais dans la prison du Château Royal, elle est prise de tel accès de démence que les consuls décident de la libérer, de la ramener chez elle et de l'enfermer chez elle. Il s'agit d'une folle, d'une malade mentale. Il n'y avait aucune institution à l'époque qui se chargeait de cette personne-là. Tant qu'elle faisait du mal à personne, pas de problème. Là, ça commençait à gêner l'espace public. Le choix qui est pris par les consuls d'enfermer cette femme chez elle, finalement, c'est mieux que de la mettre en prison. Bien sûr, elle n'avait pas sa place. Et dernière histoire, alors là, c'est une histoire, encore une fois, de meurtre, un peu plus longue. Il s'agit du seigneur de Sainte-Livrade. Alors, je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui sont de Sainte-Livrade. C'est un petit village en amont de Moissac, où il y a un château. Et le seigneur de Sainte-Livrade, donc on est là pareil au XVIIIe siècle, aurait fait attaquer par ses hommes en armes l'apothicaire Martin. L'apothicaire, le pharmacien de Moissac. Monsieur Martin aurait été battu, aurait été ramené de force au château de Sainte-Livrade, où là, le seigneur l'aurait enfermé dans une fosse. L'apothicaire serait sans doute mort si le premier consul, n'était pas venu pour l'en libérer. Pour l'instant, on s'arrête là. On arrive l'année suivante. L'année suivante, autre affaire, toujours avec le seigneur de Sainte-Livrade, puisqu'il y a des bohémiens qui arrivent sur notre territoire, et le seigneur de Sainte-Livrade leur accorde des terres au pied de son château. Sauf que, c'est dit dans les archives, c'est pas moi qui le dis, cette troupe de bohémiens vole et pille à leur accoutumée. Forcément, ça trouble l'ordre public. Les consuls demandent au seigneur de Sainte-Livrade de faire partir ces bohémiens. Celui-ci refuse. Le seigneur de Sainte-Livrade, en tant que seigneur peut-être, se considère, au vu son caractère, au-dessus des lois du commun des mortels. Il ne veut pas obéir. Les consuls ne peuvent rien faire. Sauf que, rappelons-nous de l'affaire de M. Martin, l'apothicaire, qui a failli mourir l'année précédente. Eh bien lui, il décide de se venger et il tue le seigneur de Sainte-Livrade.
il va bien sûr être arrêté, condamné, mais en se ruinant, l'apothicaire Martin va acheter des lettres de grâce, et donc il va être gracié. Voilà la fin de l'histoire. Comment est tue le seigneur de Sainte-Livrade? Ça, je n'ai pas de renseignements. Il y avait un château royal, hein? Oui, alors quand je dis château royal, ben, je peux vous montrer une image. On va passer vite. Alors, ben, en même temps, j'oublie de passer les images. Donc là, on avait l'abbaye. Ici, c'est la charte de coutume du XIIe siècle, puisqu'on parlait du consulat, du fonctionnement du consulat. Donc, le consulat 1821 qui s'inspire d'une charte de coutume antérieure, XIIe siècle. Donc là, vous avez une page de manuscrit. C'est très bien écrit. C'est une copie du XIIIe siècle, date du XIIe siècle. Et peut-être que dès l'époque carolingienne, il y avait déjà une institution municipale. Et ça, on s'avance un petit peu. Alors ici, c'est beaucoup plus... Alors, je ne sais pas si vous voyez grand-chose. C'est un plan du XVIIIe siècle. On retrouve, c'est ce que je vous montrais, les remparts. En fait, on voit très bien ici donc les remparts, les fossés, avec densément construit à l'intérieur. C'est des plans que nous avons aux archives municipales. Et ici, donc, les remparts. Et votre question, je l'ai oublié. Le château royal. Le château royal, voilà. Donc, ici, on est devant le collège des doctrinaires. Pour ceux qui connaissent, à gauche, ici, vous avez l'ancienne église Sainte-Catherine, le collège doctrinaire. Ici, vous avez les remparts de la ville et on est sur le boulevard Lacanal, Joseph Lacanal, qui est ici. Les coteaux sont à l'arrière et là où il y a le peintre qui dessine aujourd'hui, c'est là où il y a le canal, qui n'existait pas à l'époque. On voit les tours de fortification. Au milieu, ça, c'est une porte fortifiée qui donne accès à la rue Sainte-Catherine. Au bout, une tour qui vient protéger l'angle des remparts. Elle n'existe plus aujourd'hui, mais la maison qui a l'emplacement a gardé ce principe de la tour, si vous vous promenez. Et ici, donc, à droite de l'image, vous avez cette grande tour qui appartient au château royal. Au Moyen-Âge, il y a deux seigneurs à Moissac, l'abbé et le comte de Toulouse. Quand le comté de Toulouse est rattaché au royaume de France, le roi de France devient le deuxième seigneur de Moissac. Il y a donc deux co-seigneurs, l'abbé et le roi de France. Donc, il a son représentant. Donc le château royal, ça ne veut pas dire que le roi venait dans son château, c'est juste le lieu, un édifice un peu fortifié, intégré dans les remparts, où il y avait le représentant du pouvoir royal, notamment, c'est là où il y avait la prison. Pourquoi? Parce que c'est le roi qui pouvait rendre la justice, tout simplement. Donc là, on a aussi une bonne image, regardez cette image ici. Quel aspect avait Moissac au XVIIIe siècle? Deuxième question qu'on peut se poser. C'était pas une ville très remarquable, hein. Peu de bâtiments remarquables, bien sûr l'abbaye depuis le Moyen-Âge, là c'est remarquable. Hormis ce monument, vous avez le collège doctrinaire, je viens de vous en parler juste là à gauche, le premier collège de Moissac, construit en 1659. Il va y avoir la mairie, reconstruite en 1776, mais si vous connaissez la mairie, c'est un beau bâtiment, mais pas non plus hors norme. Et il va y avoir un nouvel hôpital en 1778. Hormis ces monuments, le reste de la ville est une ville sale. Pour nos yeux d'aujourd'hui, Moissac était très très sale. C'était courant à l'époque, il n'y avait rien d'exceptionnel, mais au XVIIIe siècle, les villes étaient sales. Les remparts, et on voit très bien sur cette gravure ici, sur cette aquarelle, pardon, les remparts étaient mal entretenus. Les fossés, alors ici vous êtes sur le seul espace des remparts où il n'y a pas de fossé, c'est une esplanade. Tout le reste, il y avait des fossés. Les fossés servaient de dépotoir. Dans les rues, on trouve bien sûr toutes sortes de volailles, de cochons, d'animaux domestiques. Il n'y a ni trottoir ni égout, donc on jette ces déchets, ces eaux sales directement dans la rue. Vous imaginez bien sûr que toute cette pollution va s'infiltrer, polluer la nappe phréatique. Il y a de nombreux cas d'épidémie récurrents en été notamment. Donc une ville assez sale. Mais néanmoins, au XVIIIe siècle, on prend conscience de cette saleté et puis on essaie de trouver des solutions pour y remédier. Notamment, c'est le rôle des consuls. En 1701, les consuls pensent, alors ils font que penser pour l'instant, on est en 1701, ils pensent qu'il serait judicieux que chaque habitant balaye devant chez lui et ramène toutes les ordures au milieu de la rue pour faciliter le travail des éboueurs, des tombereaux qui viennent récupérer ces boues sales. On est en 1701. Première ordonnance du consulat, 1772, pour obliger les Moissagais à balayer devant chez eux. Deuxième ordonnance, 1784.
Si les consuls sont obligés de refaire une ordonnance sur le même sujet, c'est qu'en fait, elle n'est pas appliquée. Il y aura beaucoup de problèmes. Les consuls vont essayer de trouver des solutions, ils mettent du temps, ils réfléchissent. Vous voyez, entre 1701 et 1772, il s'est quand même passé 71 ans entre l'idée et la mise en pratique, et encore, la mise en pratique derrière n'est pas efficace parce que les consuls manquent de moyens. Forcément, si il y a une réglementation, il faut la faire appliquer, il faut des amendes, il faut contrôler, et là, la ville manque énormément de moyens. L'autre problème aussi, dans les rues, on a parlé des animaux, l'errance des animaux. Les consuls vont essayer de trouver des solutions pour lutter contre l'errance des animaux. Ces animaux, cochons, volailles, ils ne viennent pas seuls de la campagne, c'est les gens qui les élèvent et qui les mettent dans les rues. Le problème notamment, c'est les cochons. Et donc, il va y avoir une mission confiée à un certain Jean Rouquette, qui sera chargé de courir après les cochons, de les capturer et de les amener au château royal. Et ce Jean Rouquette sera payé en fonction du nombre de cochons qu'il aura capturés. Cette mission sera ensuite confiée au sergent de ville. Donc vous voyez que les sergents de ville font un peu tout. Ensuite à l'éboueur, et à chaque fois, ils sont indemnisés sur le nombre de cochons. Et encore une fois, comme à chaque fois on confie cette mission à une autre personne, c'est que ce n'est pas très efficace, il y a toujours de nombreux cochons dans la ville. Par contre, le non-respect des règles d'hygiène commence à soulever l'indignation des moissonniers. C'est ça qui est intéressant, c'est que le XVIIIe siècle est une période de transition. Le XIXe mettra en pratique toutes ces réflexions. Avant, on ne s'en préoccupait pas, on ne se posait pas de questions. Au XVIIIe, on essaie de trouver des solutions, même si on n'a pas les moyens. Et les moissonniers se plaignent, notamment en 1761. Deux petits exemples, mais très parlants. Catherine Audat, une moissonnière, elle est négociante, je cherchais son métier. Elle est négociante, Catherine Audat, on est en 1761, et elle se plaint parce qu'elle s'est retrouvée aspergée d'eau sale, donc vous imaginez ce qu'il y avait dans l'eau, jetée par une fenêtre. Cette fenêtre appartient à la demoiselle La Sabatier. Et non, pardon, c'est elle qui était négociante, donc riche. Les négociants à Moissac, c'est l'élite de la société. Et la demoiselle La Sabatier a jeté par sa fenêtre ces eaux sales qui sont tombées sur Catherine Audat qui se plaint auprès des consuls. On ne sait pas s'il y a eu une amende ou quoi que ce soit. Les consuls ont peut-être été parlé à Madame de la Sabatier, mais ça s'arrête là. Problème, l'année suivante, ça recommence. Madame la Sabatier est encore l'objet d'une plainte, cette fois déposée par l'apothicaire, Madame Frongous, qui lui reproche de jeter tous les jours ses ordures devant chez elle, dans la rue. Il y a un tel tas d'immondices que ce tas d'immondices rejoint maintenant l'entrée de la boutique de Madame Frongous. Il va y avoir une ordonnance, les consuls vont venir faire une visite, ils vont demander tout simplement à Madame la Sabatier de nettoyer ce tas d'ordures. Est-ce que c'est fait? Je ne sais pas, c'est pas écrit dans les archives. Encore une fois, entre la volonté et les moyens qu'on donne derrière, c'est limité, il y a une différence. Et dernier problème aussi au niveau de la santé, au niveau de l'hygiène, c'est les boucheries. Les boucheries se situaient en grande partie derrière la mairie, dans l'actuelle rue des Mazelles. Et en 1700, au XVIIIe siècle, ça pose problème pour les gens qui vivent dans ce quartier, parce que les bouchers, ils font venir à l'intérieur de la ville, notamment des moutons, des bœufs, des cochons, qui vont égorger chez eux, sur place, devant chez eux. Quand ils vont les dépioter, vous imaginez que tous les déchets, ils vont les mettre devant chez eux, dans la rue, il n'y a pas d'égout, il n'y a pas d'abattoir. Donc, c'est un problème de nuisance, les consuls ne savent pas quoi faire et commencent à penser, on est là en 1777, qu'il faudrait construire un abattoir. Il faudra attendre le 19e siècle pour qu'un abattoir soit construit, après, en dehors de Moissac, bien sûr, pour ne pas indisposer les moissonniers. L'autre problème aussi dans ces rues, c'est l'éclairage. Aucun éclairage. Forcément, la nuit, vous allez avoir des gens qui ont des mauvaises intentions, des voleurs, des malandrins, mais aussi des gens qui ont profité des nombreux cabarets et auberges de la ville. Il y a entre 12 et 17 cabarets et auberges à Moissac à l'époque. Et eux, ils sortent un petit peu éméchés, ils font du bruit et ils empêchent le sommeil de la bonne population moissagaise, d'où de nombreuses plaintes. Alors sur l'éclairage, ça va être très limité puisque les consuls, dans les ordonnances du consul, ce n'est qu'en 1700, dans les délibérations consulaires, ce n'est qu'en 1784 qu'ils pensent qu'il faudrait éclairer les rues, comme c'est le cas dans d'autres villes, par des réverbères ou des lanternes. Donc vous voyez qu'on est là à la toute fin du XVIIIe siècle. On a une idée, mais on n'est pas encore en pratique, ça a un coût forcément,
Si vous mettez, il faut construire des réverbères, il faut les acheter, il faut des personnes pour les allumer, il faut les surveiller, il ne faut pas que ce soit dégradé. Donc ça, il faut des moyens, on ne les a pas. Revenons sur nos auberges. Donc on est entre 12 et 17 auberges ou cabarets. Il n'y a pas forcément de distinction. Une auberge, on va dire que c'est plutôt bien famé. Un cabaret, c'est vraiment un lieu de sociabilité. Qu'est-ce qu'on y fait? On y fait des contrats, des marchés, on y parle, on y discute. C'est vraiment le domaine des hommes. Le domaine des femmes, ça va être le lavoir, c'est là où elles discutent. Les cabarets, ça sera le domaine des hommes. C'est bien sûr aussi un lieu de beuverie. Dans ces cabarets, on donne à boire du vin, en très très grande majorité. Même si l'eau de vie commence à se développer à cette époque-là. 17e, 18e, on commence à produire et à consommer de l'eau de vie. Mais la plupart du temps, c'est du vin. Je reparlerai du vin tout à l'heure. Donc on y boit, et même après 9 heures, ce qui est interdit par les consuls. Logiquement, dans les auberges, il est interdit de proposer du vin après 9 heures. Bien sûr, on propose du vin sans encore les consuls font semblant de rien voir. L'autre problème, c'est les jeux de hasard, les jeux de cartes où on joue de l'argent, notamment le lance-quenet, qui était vraiment à la mode à l'époque. Et là, il y aura de nombreuses perquisitions des consuls, des descentes, des dénonciations, pour condamner les aubergistes un petit peu sur la consommation de vin, surtout sur les jeux de hasard, interdits à la fois par l'Église et par les consuls. Donc voilà un petit peu sur les rues à Moissac. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Maintenant, on a parlé de la ville, de ses remparts, de ses rues, ses maisons. À quoi elles ressemblaient? Donc là, vous avez la mairie. Donc cette façade reconstruite en 1776, vous avez la date qui est indiquée sur une des clés de voûte et aussi sur les ferronneries que vous avez au niveau des fenêtres du premier étage. Observez bien d'ailleurs les menuiseries de ces fenêtres du premier étage. On le retrouvera dans l'autre maison de Moissac tout à l'heure. Sur votre droite, c'est un projet. Vous voyez que la mairie, l'hôtel de ville ressemble à une maison. Donc au XIXe siècle, il y a un projet pour essayer de distinguer cet édifice des maisons des Moissagais. On projette de construire un fronton et un balcon pour le premier étage. C'est ce que vous avez sur la droite, mais ça ne verra pas le jour. Donc la mairie qu'on a aujourd'hui, c'est la même depuis le XVIIIe siècle, sachant qu'à l'origine, la maison des consuls, elle est là depuis le Moyen-Âge. C'est au même emplacement depuis le Moyen-Âge. Les maisons de Moissac. Dans ces maisons, on y dort, on y mange, on y parle, on y travaille. C'est le domaine des femmes, là aussi. La femme sort peu de sa maison. Elle va au marché, elle va au four, elle va au lavoir, où elle rencontre d'autres femmes, elle discute, c'est là où toute l'actualité se diffuse. Mais la femme est surtout chez elle, c'est la maîtresse du foyer, elle prépare les repas, s'occupe des enfants, coud, file la laine ou le chanvre et fait le ménage. On a beaucoup de maisons à pans de bois. Ça ne veut pas dire que toutes sont délabrées. Pour les petites maisons, on va parler de masures. Beaucoup de maisons à pans de bois et torchis, mal entretenues, des masures. Surtout, le problème, c'est quand ces masures n'ont pas de cheminée. Ce n'est pas parce qu'une maison à pans de bois n'a pas de cheminée que les gens qui vivent à l'intérieur, les familles, ne font pas de feu. Bien sûr, ils vont se chauffer, ils vont cuire leur nourriture, mais sans cheminée. Vous imaginez les risques d'incendie, c'est considérable. Et même la vie à l'intérieur de ces maisons, faites un feu sans cheminée, vous êtes complètement enfumé. Donc les consuls vont essayer de lutter, là aussi, sur ces maisons sans cheminée, en interdisant la vente et la location de maisons sans cheminée. Ils vont même instituer une commission à la fin du XVIIIe siècle pour visiter les maisons des quartiers de Moissac et donner l'autorisation ou non de louer et de vendre. Aujourd'hui, depuis quelques années, depuis cette année, c'est pareil à Montauban, vous avez encore maintenant donc un accord de louer, je ne sais plus le nom précis, un permis de louer, où il faut respecter les normes de sécurité. C'est le même principe à l'époque. Sauf qu'à l'époque, au niveau, pareil encore une fois, de condamnation, c'est très très limité, puisque comment obliger une personne qui n'a aucun moyen de construire une cheminée chez lui? Ce n'est pas possible, il n'a pas les moyens. En 1772, on a encore 31 maisons sans cheminée à Moissac. Combien? 31 maisons. C'est quand même beaucoup, moins sans doute qu'au début du XVIIIe siècle. Il y a une évolution des maisons, de la construction, j'en parlerai un petit peu tout à l'heure.
Une maison modeste. Qu'est-ce que c'est au XVIIIe siècle une maison modeste? Et je dis maison modeste, non plus masure. Une maison modeste, petite maison. 2 pièces, 1 ou 2 pièces. On y trouve à l'intérieur de la vaisselle, de terre, de bois et d'étain, 1 ou 2 lits avec couverture, drap, coussin, une table avec des bancs et des tabourets, et des caisses fermées, à clé ou non, une salinière pour conserver le sel, et des ustensiles de cuisine. Au cours du XVIIIe siècle apparaît la chaise avec un dossier, la chaise paillée, qui va remplacer petit à petit les tabourets et les bancs, progressivement, et l'armoire, qui va remplacer là aussi progressivement, en fonction des moyens de chaque famille, les caisses. Ça, c'est l'évolution au XVIIIe siècle. Mais même chez ceux qui avaient quelques moyens, aucun superflu. Vous allez avoir ni miroir, ni argenterie, ni fauteuil. Donc même pour un artisan, un petit commerçant, un petit marchand, ça va être quand même très très fruste. Il n'y a pas de luxe à l'intérieur de ces maisons. Différent des maisons des bourgeois. Alors là, je vais prendre l'exemple de Jean Motte, bourgeois, en 1694. Lui, il est à Moissac, il a une très belle demeure, puisqu'il a des communs pour y conserver le bois, y faire la lessive, il a un chai, une écurie, un pigeonnier. Les pièces à vivre sont à l'étage, avec un ameublement de qualité, plusieurs lits, des meubles, des miroirs, des tapisseries, des rideaux, une malle à chapeau. Il a même quelques bijoux, une croix de diamant, une montre et quelques perles. Mais il n'a aucune bibliothèque, pas de livres, et pas bien sûr de pièces destinées à la toilette. Mais néanmoins, vous voyez une maison assez conséquente, de nombreuses pièces, avec les pièces à vivre à l'étage. La petite fille de ce personnage, donc la petite fille de Jean Motte, épouse un autre bourgeois, on est là 50 ans plus tard, en 1752. Elle épouse le bourgeois Pierre Boscus, ou Boscu. À quoi ressemble la maison de ce bourgeois 50 ans plus tard? Elle n'est pas très vaste. Les armoires ont remplacé les coffres, mais il n'y a pas de commode, ni tapisserie, ni argenterie. Les pièces n'ont pas d'affectation spécifique. On trouve des lits dans toutes les pièces. Même dans la cuisine, il y a 2 lits. Et bien sûr, toujours pas de toilette, pas de lieu destiné à la toilette. Donc là, vous avez l'exemple de Jean Motte, au tout début du XVIIe siècle, très belle maison, sa petite fille épouse un autre bourgeois, une maison beaucoup plus modeste. Et finalement, quelle différence entre cette maison d'un petit bourgeois et une maison qu'on a vue modeste d'une personne ayant des moyens mais assez limités, ça va être le nombre de pièces, le nombre d'ustensiles de cuisine, le nombre de lits. Mais finalement, il n'y a pas une grande différence à l'intérieur au niveau de la qualité aussi de la quantité du mobilier. Ça va être assez limité. Et ça aussi, ça montre une autre chose, c'est qu'au XVIIIe siècle, Moissac connaît un développement économique important, une richesse importante, mais les bourgeois ne vont pas forcément participer à cette richesse. Ils vont en profiter légèrement et beaucoup moins que les négociants et les marchands. Donc ils ne connaissent pas la même évolution sociale que les marchands. Néanmoins, hausse de l'immobilier au cours du XVIIIe siècle, assez importante. Due à quoi? Due à 3 facteurs. Essor démographique, plus de population, plus de demande, les prix de l'immobilier augmentent. Une hausse des prix des matériaux, ça fait monter les prix. Et aussi des édifices de meilleure qualité. On reconstruit énormément au XVIIIe siècle. L'exemple de la mairie est assez parlant. Il y avait une mairie, probablement une maison des consuls à pans de bois à l'origine, on détruit les façades et on refait des façades en briques. On reconstruit avec des outils de qualité, ce qui fait aussi monter les prix. Un exemple pour ceux qui connaissent, alors j'ai pas pris la photo, rue Malaveille, on est là au XVIIIe siècle, et Antoine Casal, qui est il fait partie quand même de la bonne société moissagaise, il a des moyens, vous allez voir, il a même pas mal de moyens. Antoine Casal, il restaure sa maison qui est le numéro 29 rue Malaveille. Il y a une boutique en rez-de-chaussée, je ne sais plus ce que c'est aujourd'hui. C'est en face du marché, entre le marché couvert et le hall de Paris. C'est plutôt en face du hall de Paris, rue Malaveille. Donc il a une très belle maison qu'il a reconstruite, c'est la façade qu'on voit aujourd'hui, composée de 2 appartements, dont un de 12 pièces, assez conséquent. Et les travaux de restauration ont coûté 6 000 livres. Un livre, c'est une unité monétaire. Pour vous donner un ordre de grandeur, on achetait une maison convenable
pour 730 livres. Et lui, il fait des travaux pour 6000 livres. Donc il fait beaucoup de travaux. Ça montre que certains ont des moyens importants, d'autres, même bourgeois, des propriétaires terriens, ont des moyens illimités. Est-ce qu'il y avait des jardins? Oui, il y a quelques... Alors, intramuros, donc dans les remparts, il va y avoir quelques endroits, quelques jardins, qui entouraient les maisons. Ça va plutôt être à l'arrière des maisons, mais plus que jardin, on va parler d'arrière-cour, de basse-cour. Voilà, on peut y cultiver un petit peu dans certains endroits de Moissac, mais c'est quand même très densément construit, il y a peu d'espace et c'est beaucoup plus destiné à des activités artisanales, commerciales, que vraiment des jardins d'agrément. Il n'y aura pas de jardin d'agrément à l'époque. Troisième tiroir que je voudrais ouvrir, c'est sur l'essor économique. Si Moissac se développe au XVIIIe siècle, la population augmente, les prix des maisons augmentent, on reconstruit, la ville se reconstruit, c'est dû à son dynamisme économique. Mais l'économie moissagaise s'appuie sur quoi? Ça s'appuie sur l'agriculture, et encore aujourd'hui d'ailleurs, c'est toujours l'agriculture qui est le moteur de l'économie moissagaise. Cette agriculture, il va y avoir la culture céréalière, très importante, on cultive du blé, des fèves, puis toutes les autres céréales, avoine, orge, millet, et maïs, qu'on appelle le gros millet. Vous allez voir que le maïs a un rôle très important au XVIIIe siècle. Le maïs arrive vers le XVIIe. Et ça aura un rôle important pour l'économie de la ville. Donc, culture céréalière, élevage, des ovins, des moutons. Quelques cultures de mûriers pour la soie. Il y en a quelques-uns qui se lancent dans la soie. Ça reste anecdotique, mais c'est quand même un apport pour ceux qui ont les moyens d'investir dans la culture de mûrier. Et surtout le travail des vignes. Énormément de vignes sur les coteaux. On produit du vin depuis le Moyen-Âge à Moissac, un vin léger, moins de 10 degrés, qui est obtenu en mélangeant du raisin rouge et du raisin blanc. On en consomme énormément, c'est la boisson principale. D'ailleurs, le consulat se montre très attentif sur les vignes. Ils vont fixer les salaires des ouvriers qui travaillent dans les vignes. Pas pour protéger les ouvriers, mais pour protéger les producteurs de vin, pour éviter que les ouvriers ne demandent un salaire trop important. Le salaire est fixé par les consuls, comme ça, pas de problème. Les consuls vont aussi fixer le banc des vendanges. On pourra faire la vendange à partir du moment donné où les consuls disent à telle date on fait les vendanges. Ça évite la concurrence entre les producteurs de vin. Et surtout, pour faciliter la vente de ce vin de Moissac, qui à l'époque est un petit vin qui ne se vend pas très très loin autour de Moissac, on va interdire la consommation du vin étranger. Impossible de consommer à Moissac du vin de Gaillac. Sauf si l'aubergiste ne respecte pas l'ordonnance consulaire. Et ça arrive, il y a des procès. Une aubergiste de Moissac, une veuve qui tient une auberge, qui va profiter qu'un bateau arrive de la région de Gaillac rempli de tonneaux de vin pour lui acheter du vin de Gaillac. Et elle va offrir à ses clients du vin de Gaillac. Elle est dénoncée, il y a une perquisition des consuls et elle devra payer une petite amende pour compenser la perte. Donc pour favoriser la vente de ce vin, les consuls interdisent l'import et la consommation à l'intérieur de Moissac du vin étranger. Il y a aussi l'exploitation du bois. Il y a de nombreux bois, et ce qui est intéressant, ce n'est pas le fait qu'on exploite le bois, mais c'est la manière dont ça va se faire. Ce qui, moi, m'a assez surpris, on va créer des sociétés qui vont associer 3 personnes. Le propriétaire des bois, c'est lui qui a la matière première, le charron, c'est lui qui a la compétence technique, et le marchand, qui a les débouchés, qui va être capable de vendre les produits confectionnés. Donc, on fait un contrat entre ces 3 personnes. Énormément de plaintes, de procès à l'époque, je vous en ai dit quelques-uns, beaucoup de contrats. Donc à chaque fois, qu'est-ce qu'il nous faut? Des notaires. Il y a énormément de notaires à Moissac, plus d'une vingtaine de notaires. Alors moi je vais essayer de me souvenir des chiffres, la ville de Pamiers en Ariège, qui est siège d'évêché, qui est le siège d'une circonscription administrative, un évêché, peut-être qu'il y a aussi un intendant, en tout cas c'est une capitale de sa province, Pamiers, 4500 habitants, beaucoup plus petit que Moissac, ils n'ont que 5 notaires. Moissac, on est siège de rien du tout, 10 000 à 11 000 habitants, mais plus d'une vingtaine de notaires. Les notaires, vous voyez l'importance des notaires pour le commerce. Encore une fois, c'est vraiment le commerce qui fait le dynamisme de Moissac.
Et ce commerce, alors là j'ai quelques exemples de maisons à pans de bois. Celle-ci existe toujours, elle a été restaurée, rue des Ruas, donc c'est pas trop loin de l'hôpital. Ici une autre maison à pans de bois qui est rue de la République. Aujourd'hui elle a disparu, cette façade, elle a été démontée, détruite en 1930 pour construire une façade en béton à la place, dans le style plutôt art déco. C'est là où il y a une agence immobilière en rez-de-chaussée. Regardez les détails de cette maison à pans de bois. C'est une maison d'un riche bourgeois d'ailleurs. Le propriétaire à la fin du Moyen-Âge était consul de Moissac. C'est pas parce qu'on vit dans une maison à pans de bois qu'on est pauvre. Tout dépend bien sûr de la qualité de la maison. On peut avoir une maison à pans de bois de grande qualité. C'est le cas ici. Regardez, chaque poutre est travaillée, décorée, sculptée. C'était une des plus belles sans doute façades à pans de bois de Moissac. Ici une carte du XVIIIe siècle, la carte de Cassini. Toute la France a été cartographiée. C'est la partie où vous avez Moissac. Alors ici, est-ce que vous voyez ma souris? On a Moissac, Castel-Sarrazin, et ici à gauche, Saint-Nicolas-de-la-Grave. On voit les coteaux à l'arrière, dans la partie haute de l'image, le Tarn au pied de Moissac, et ici la Garonne. Ce qui marque quand on voit cette carte, bien sûr, c'est qu'on est dans la zone de confluence du Tarn et de la Garonne. Et c'est essentiel pour l'économie moissagaise. Les rivières à l'époque, c'est vraiment les axes d'échange les plus importants. Pourquoi? Il y avait bien sûr des routes qui passaient à Moissac, mais les routes, c'est dangereux, c'est pas sécurisé, c'est pas entretenu. En plus, aujourd'hui, quand je vous parle de route, vous imaginez un tracé rectiligne, ou en tout cas quelque chose de tracé, de délimité, de défini. C'était pas le cas à l'époque. Hormis à l'entrée des villes où la route pouvait être pavée, le reste du temps, il s'agissait plutôt d'un chemin, d'un sentier qui est évolué en fonction des éboulements, en fonction des inondations. Si le chemin traversait un village où il y avait des cas de peste, et bien hop, automatiquement, le chemin va évoluer, passer par un autre village. Donc c'est pas du tout quelque chose de défini. Et en plus, les routes n'étaient pas entretenues. Et ça coûtait cher de transporter des marchandises par les routes. Moins cher, plus rapide, les rivières. Moissac est extrêmement bien placé, à 2-3 km de la confluence Tarn et Garonne. Si on remonte le Tarn, on a des bateaux qui peuvent... le Tarn est navigable jusque dans la zone de Gaillac, un peu en aval d'Albi. L'Aveyron jusqu'à Nègrepolys. Donc vous voyez, l'arrière-pays peut vraiment ramener beaucoup de matériaux de l'arrière-pays. Puis bien sûr, la Garonne, qui arrive de Toulouse et qui est navigable là aussi. Donc Moissac est extrêmement bien situé. Sur ces rivières, des bateaux à fond plat qu'on appelle des gabarres. Différents types de bateaux, gabarreaux, macalés, des platus ou des coureaux. Ces différents noms, à chaque fois, c'est la taille de la gabarre qui va vraiment distinguer. On commence avec des gabarres de 7 mètres de long, et on peut terminer avec des gabarres de plus de 24 mètres de long. C'est le cas notamment des coureaux, qui ont carrément une voile carrée, un aviron de queue pour manœuvrer, et un équipage de 18 hommes. Et ces coureaux peuvent transporter jusqu'à 30 tonneaux. Donc c'était assez considérable, 18 hommes. Vous voyez, ce n'est pas des petites barques qui circulent sur les rivières, c'est quand même des bateaux assez imposants. Ce commerce moissaguais, s'il était très dynamique et s'il dominait vraiment l'économie moissagaise, c'est grâce aux relations que Moissac entretenait avec Bordeaux. Bordeaux, est-ce que j'ai une image ici? Alors là, j'ai une photo de Gabard avec le pont Napoléon. Anachronique pour notre exposé, puisque le pont Napoléon a été construit au XIXe siècle. Néanmoins, encore au début du XIXe, vous avez toujours la navigation sur le Tarn avec ce type de bateau qui transporte des tonneaux. Ça peut être du vin, ça peut être des farines, on mettait ou des grains ou des céréales, qu'on transportait grâce à des barils pour la conservation tout simplement. J'ai passé vite, je voudrais vous montrer, voilà, une image de Bordeaux, premier port de France à l'époque au XVIIIe siècle, très important, Moissac est très bien situé, donc il y a un lien direct avec Bordeaux, ce qui explique aussi le dynamisme économique de Moissac. Donc, Moissac, on importe de Bordeaux, du sel, des sardines. Là, je parle de Moissac uniquement. On exporte vers Bordeaux du pastel de Toulouse, c'était le cas, du vin. Alors, du vin de Moissac, un peu, mais pas énormément, mais du vin de Gaillac qui va transiter par Moissac. On n'a pas le droit de le boire, mais on peut bien sûr le transporter jusqu'à Bordeaux. Des prunes et des pruneaux, très recherchés par les marchands hollandais. Du bois et surtout du blé. Le commerce du blé essentiel au XVIIIe siècle. Et c'est pour ça que là, j'avais toute une série de moulins.
Pourquoi le blé est aussi important? Rappelez-vous du maïs. Le maïs arrive au XVIIe siècle. Les paysans commencent à cultiver du maïs dès le XVIIe siècle et ils vont s'en nourrir. Ils vont faire des galettes, du mias, de la bouillie, du pain, de la galette à base de farine de maïs. S'ils mangent du maïs, pendant ce temps, ils peuvent cultiver du blé, ne pas le manger et le vendre. Le blé devient une céréale lucrative. On va cultiver du blé pour le vendre et les paysans vont manger à la place du maïs. Grâce à ça, la production de blé va pouvoir augmenter considérablement au XVIIIe siècle. Alors, si je reprends la photo de Gabard, on va essayer de comprendre comment ça fonctionne au XVIIIe siècle. On a quelques grandes familles de Moissac, des négociants, parce que c'est un grand négoce. Marchands, ça reste assez local. Négociants, c'est des marchands, mais qui... Voilà, une autre dimension. Ces négociants, ils vont acheter des grains. Des grains, pas uniquement à Moissac, parce que Moissac ne produit pas assez, mais des grains du Quercy, donc du blé du Quercy, du blé du Languedoc et même de l'Albigeois, qu'on fait venir notamment grâce au Gabard. On le fait venir à Moissac, on le décharge, et on va aller le stocker dans les hôtels de ces négociants, les hôtels de minotiers. Je vous montrerai les images tout à l'heure. On le stocke et ensuite, grâce à des voituriers, ces ouvriers qui vont transporter les marchandises, ils vont amener ces grains jusqu'au moulin. Le plus important à Moissac, c'est le grand moulin. Aujourd'hui, c'est l'hôtel du moulin. Là, vous avez une photographie telle qu'il devait être à peu près au XVIIIe siècle. La photo date du XIXe, mais c'est à peu près l'allure au XVIIIe siècle. L'eau passait encore en dessous. Vous voyez quand même un moulin imposant. Son origine remonte à la fin du Moyen-Âge. 4 meules à la fin du Moyen-Âge. Au XVIIIe siècle, 20 meules. C'est considérable. 20 meules, un foulon. Et imaginez que dans ce moulin, il y avait des logements pour les différents ouvriers et personnes qui travaillaient à l'intérieur, mais il y avait aussi des lieux de stockage pour le bois, pour le blé, pour toutes les marchandises qu'on pouvait avoir. Il y avait une foulonnerie. Donc c'était quelque chose vraiment de considérable. Ce moulin, dont dépend une bonne partie de l'économie moissagaise, va être vendu à la Révolution française pour 700 000 livres. C'est l'équivalent de 1000 hectares de terres labourables. Vous imaginez la somme qui correspond à ce moulin. 1000 hectares de terres labourables. Autre moulin. Le moulin, hop là on a une autre vision d'ailleurs de ce moulin, le grand moulin de Moissac. Regardez, quand je parle de port, n'imaginez pas des quais maçonnés comme il y a à Bordeaux aujourd'hui, ou même à Moissac aujourd'hui. C'était juste des berges qui descendaient tranquillement vers le Tarn, une rivière où il n'y avait pas encore le barrage de Maloz, qui était plus basse à l'époque. Donc ici, vous voyez, on voit des lavandières, mais c'était pareil au XVIIIe siècle, des plages qui descendaient tranquillement vers le Tarn. Ici, une image du moulin de Bidounet, l'entrée du camping aujourd'hui. Là aussi, origine médiévale, 2 meules au Moyen-Âge, 10 meules au XVIIIe siècle. Et tout à l'heure, vous avez dit que ça a été vendu à la Révolution française, mais ça appartenait à des privés ou Oui. ça appartenait à la ville? Non, celui-ci, il appartenait. Alors, le Grand Moulin appartenait à des privés, au marquis de Beaucaire. C'était d'ailleurs, je pense que ça correspondait à 60%, à ce que je me le suis noté. Je crois que c'est à peu près 60% des revenus du marquis de Beaucaire dépendaient du moulin. Donc, c'est essentiel pour le marquis de Beaucaire. Le marquis de Beaucaire a une très très bonne noblesse, qui était reçu à la cour régulièrement. D'ailleurs, le roi de France l'appelait, d'après la tradition locale, mon bon meunier. Donc, propriétaire, marquis de Beaucaire, mais lui, bien sûr, le marquis de Beaucaire, c'est pas lui qui va gérer. Il va affermer ce moulin à des négociants, où il va y avoir un meunier, etc. Il y a énormément de personnes qui travaillent, il y a même le piquier, puisque pour faire il faut moudre le blé, il faut moudre des grains, on passe entre 2 meules de pierre, il faut qu'il y ait une certaine accroche pour pouvoir broyer ces grains. Donc le piquier, son rôle, ça va être de relever ces meules en pierre, de les piquer avec un marteau et de le rabaisser pour qu'il y ait toujours une certaine accroche pour moudre ce grain. C'était un métier très difficile puisque souvent il était penché sous les meules, donc il ne fallait pas que la meule ne tombe sur lui, et puis surtout il y avait des éclats de pierre qui pouvaient se mettre dans ses mains puisqu'il passait toute sa vie à taper sur ces pierres. Donc lui, marquis de Beaucaire, le moulin de Bidounet appartient au marquis de Saint-Albert qui était le sénéchal, donc, qui avait son siège à Lozerte. Par contre, et là c'est bien pour Moissac, si on n'a pas le siège de la sénéchaussée, le marquis de Saint-Albert préfère habiter à Moissac qu'à Lozerte.
Donc il habite à Moissac, mais il a son siège à Nozerte. Et donc à chaque fois, vous voyez, ce sont des nobles. Et donc nos négociants, ils sont obligés de payer bien sûr un droit à chaque fois pour aller moudre dans ces moulins, jusqu'à ce que trois grandes familles, les Géniers, les Gouges et les Vignes, trois grandes familles de négociants parmi les plus riches de Moissac, s'associent pour construire un nouveau moulin. On est là entre 1766 et 1776, la construction dure 10 ans, et ils construisent le moulin de Sainte-Livrade. Donc là par contre, vous voyez, des négociants qui construisent, qui sont propriétaires, trois négociants, et ce moulin, 16 meules. Donc si je récapitule, le Grand Moulin, 20 meules, Moulin de Bidounet, 10 meules, Sainte-Livrade, 16 meules. C'est considérable. Avec ces trois moulins, Moissac produit autant que Montauban, qui a plus de moulins. Donc on est vraiment un grand pôle de minoterie. On fabrique de la farine qu'on va vendre. Moissac n'est pas le seul cas, Montauban c'est le cas, Nérac et Villeneuve-sur-Lot produisent aussi des farines. Les meilleures farines, c'est celle de Moissac. Alors, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est dans les archives. La farine de Moissac se vendait 20% plus cher, tout simplement parce qu'à Moissac, on fraudait moins. C'était très facile de frauder sur ces farines qu'on vendait ensuite à Bordeaux. Je vais vous expliquer, il faut une farine de très très bonne qualité. Si vous mélangez, forcément, le prix va baisser. Et il y en a certains même, trafiquants, hein, qui rajoutaient de la farine de fève. La farine de fève, c'est une farine blanche, mais très lourde. Donc vous la mélangez avec de la farine de blé, vous avez une farine plus lourde. Donc vous avez le poids qu'il faut, mais vous n'avez pas que du blé à l'intérieur. Donc la farine de Moissac se vendait 20% plus cher que celle de Nérac, par exemple. Donc trois grands moulins. Est-ce que vous avez des questions sur les moulins? Le moulin de Sainte-Livrade a coûté 500 000 livres, 800 hectares de terre labourable. Donc vous voyez, c'est des sommes considérables. Hein. C'est un investissement, c'est considérable. Alors tout à l'heure, vous avez dit la Révolution française, ça a été pris par les révolutionnaires, je suppose, et ça a été vendu à qui? À des négociants. Alors celui-ci appartenait à des négociants, je ne connais pas son histoire, le moulin de Sainte-Livrade pendant la Révolution française. Le grand moulin va être donc réquisitionné par la municipalité. Ça appartenait au marquis de Beaucaire qui avait émigré, donc il va être réquisitionné et vendu comme bien national. Il va y avoir une association de 20 négociants qui vont racheter le grand moulin de Moissac pour le prix de 700 000 livres. Alors l'histoire de celui-ci, je ne sais pas. Alors il y a un port, mais c'est les berges du Tarn. Il n'y a pas de port avec des quais d'aménagement où on amarre les bateaux. Les bateaux, on les accroche comme on peut. Il y a des berges en fonction bien sûr du niveau de l'eau, de la saison. N'imaginez pas non plus qu'il y a des bateaux toute l'année. C'est très compliqué. C'est le canal qui va permettre ce développement du commerce fluvial toute l'année. En hiver, il y a trop d'eau, c'est risqué, on peut se renverser, donc il n'y a pas de navigation. En été, il n'y a pas assez d'eau. Donc, on navigue que quelques mois par an finalement. Donc, une fois qu'on a broyé ces grains dans ces moulins, il faut les ramener dans ces hôtels particuliers. On fait appel à nouveau aux voituriers qui transportent ces grains qui sont broyés. On va stocker ces grains à l'arrière des hôtels particuliers de ces négociants, qui sont des lieux de stockage. On me posait la question de jardin tout à l'heure. C'est-à-dire ces grands hôtels de négociants que je vais vous montrer. Aujourd'hui, il y a des jardins à l'arrière. À l'origine, c'est des cours où les ouvriers travaillent avec des entrepôts. Donc, on stocke le grain, on le fait suer, parce qu'il faut un grain sec. On fait suer le grain pendant plusieurs semaines et on va le tamiser. On parle de blutage dans un bluteau. C'est une sorte de grand cylindre de tissu de soie. On fait passer le blé qui a été broyé et on le tamise. La première farine qu'on obtient, c'est ce qu'on appelle la fleur de farine et c'est elle qui est de grande qualité. Et c'est cette fleur de farine qu'on va mettre dans des tonneaux, des barils en bois de hêtre, qu'on va ensuite charger sur des gabarres, descendre le Tarn et la Garonne, arriver à Bordeaux. Et à Bordeaux, on vend ces barils de bois de hêtre qu'on appelle des minots, d'où le nom de minotier. Et cette farine qui est à l'intérieur, on va aussi l'appeler le minot. Donc ces minots, on va les vendre à Bordeaux, et là ils vont changer de bateau. Le gabarre, les bateaux de rivière, on va passer aux bateaux de haute mer, les navires, pour traverser l'Atlantique. Et on va vendre ces farines aux colonies antillaises. Guadeloupe, Martinique, Saint-Domingue, aujourd'hui Haïti. Là-bas, ils font du sucre, ils font du café, mais ils ont besoin de manger du pain qui est l'aliment principal, et ils ont pour obligation d'acheter tous leurs produits de la métropole. Il n'y a que 13 ports en France qui ont l'autorisation de commercer avec ces colonies antillaises, dont Bordeaux. Et là maintenant, vous comprenez pourquoi Moissac, son commerce, son économie va se développer au XVIIIe siècle. Bordeaux vend énormément
de blé dans les Antilles, et il fait appel à tout son arrière-pays. Moissac fait partie de l'arrière-pays de Bordeaux, il va profiter de ce négoce, de ce commerce. Pour descendre la Garonne, enfin le Tarn et la Garonne, pour rejoindre Moissac à Bordeaux par la rivière, il faut compter entre 2 et 3 jours. Excusez-moi, En bateau. pour remonter ces gabarres, ils fonctionnaient comment? On les tirait. On les tirait, et c'est les hommes qui les tiraient. Le halage. Oui, tout à fait. Par les bords des rivières, on va les remonter. Ça nécessite les tireurs de cordes, on les appelle. Ils sont très très mal payés, vous imaginez bien. Ils tirent les bateaux pour remonter. Tous les bateaux ne sont pas remontés parce que ça a un coût. Donc il y a beaucoup de petits bateaux, de petites gabarres qui vont être vendus directement sur place à Bordeaux, comme bois de chauffage ou autre, sur Bordeaux même. Donc quand on parle de commerce, l'économie moissagaise, peut-être que je vais retrouver mes chiffres tout à l'heure, c'est énorme. Ce n'est pas que les négociants qui vont vendre des farines. Il faut pour ça faire appel aux producteurs, aux paysans, pour faire ce blé. Il faut le transformer, ça c'est le rôle de nos négociants. Il faut des ouvriers, des voituriers. Il faut aussi des tonneliers pour faire ces barils en bois de hêtre. En descend, il faut des cordes pour remonter, il faut des voiles. Donc il va y avoir énormément de chanvre cultivée. Donc on va cultiver le chanvre, on va faire ces toiles, ces tissus, ces cordes. Donc il y a énormément de métiers qui vont graviter autour de ce négoce des farines. Pratiquement toute l'économie de Moissac gravite autour du négoce des farines. À l'époque, le chasse-là, on n'en parlait pas. Il n'existait pas. Sur les coteaux, c'est que du vin, de la vigne à vin, blanc ou rouge, mais on fait du vin. Et un petit vin, et alors l'argument type, c'est quand même que les consuls sont obligés d'interdire les Moissagais de boire du vin d'ailleurs, pour que le vin local soit consommé. Donc à choisir, je pense qu'il valait mieux à l'époque boire du vin de Gaillac ou de Bordeaux plutôt que du vin de Moissac. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il se vendait mieux dans les auberges le vin de Gaillac que le vin de Moissac. Donc on faisait que du vin à l'époque, pas de chasselas. Peut-être quelques pieds de chasselas, mais comme consommation personnelle ou qu'on mélangeait avec le vin. Ce commerce de farine, on a dit qu'on n'utilisait que la farine de meilleure qualité, en théorie, si on ne frotte pas. Il y a d'autres farines. Les sembles, les résions, les sons, c'est des farines de moins grande qualité. C'est ces farines de moins grande qualité qu'on va vendre aux boulangers de la région, boulangers locaux, pour faire le pain. On garde, alors c'est aussi, alors bien sûr, ça se vend plus cher, donc on garde la meilleure qualité pour la vente, mais c'est aussi une obligation. On ne vend pas n'importe quoi dans les Antilles, il y a un commerce, il y a un monopole. C'est pour ça que Bordeaux fait partie de ces ports qui ont le droit de commercer. Et on peut exporter des farines dans les Antilles, mais une farine de qualité, la fleur de farine, transportée dans des barils en bois de hêtre, tout simplement parce que si vous transportez un sac de chanvre rempli de farine par bateau, vous traversez 3-4 mois l'Atlantique pour rejoindre les Antilles, la farine est complètement pourrie à l'arrivée. Donc il faut forcément un baril hermétique en bois de hêtre. Donc il y a des contraintes qu'il faut suivre. Donc à Moissac, on avait 10 minoteries, donc 10 grandes familles qui fabriquaient, qui achetaient les grains, qui produisaient, c'est à la fois des négociants et des fabricants, et 400 ouvriers qui travaillaient pour eux. C'est pas énorme, peut-être que dans ce chiffre-là, on ne prend pas en compte les tonneliers et tous les autres métiers aussi qui gravitent autour. Il y avait à Moissac à l'époque une quarantaine de tonneliers, qui vous montrent un petit peu l'importance de cette fabrication de barils de minots de bois de hêtre. Ce bois, il venait de forêt calme. Alors, pareil, grâce au bateau, on l'importe aussi. On produit à Moissac, mais grâce au port, à l'activité fluviale, on peut capter une production vraiment, on remonte jusqu'à Gaillac, on remonte jusqu'au Lot, dans tout le Quercy, on est ici dans les bas du Quercy. C'est toute cette production qu'on centralise à Moissac pour ensuite la vendre sur Bordeaux. C'est grâce à cette situation que certains en fait fortune. Donc, nos négociants, Bordeaux. Alors, pour vous montrer un petit peu l'essor de ce commerce des farines, ils vendent dans les Antilles, Bordeaux, et pas que de la farine de Moissac, ils vendent plus de 7000 barils en 1714. 7000 barils de farine. 80 ans plus tard, ils en vendent 209 000. De 7000, ils passent à 209 000. Vous imaginez l'explosion de ce commerce. Moissac en a complètement profité. Un exemple d'une famille, les Gouges, très intéressante parce que c'est une famille très très nombreuse. Il y a monsieur peut-être Potal dans la salle, je ne vais pas parler de la généalogie des Gouges, il a fait un travail qui a duré plusieurs années.
comprendre toutes ces ramifications, c'est une famille très importante. Mais il va y avoir Raymond et Antoine Gouge, 17 et 18 ans, qui vont être donc fils de négociants moissaguais, qui vont être envoyés à Bordeaux, où ils vont s'installer. Ils vont créer des réseaux avec les négociants bordelais, ils vont se marier avec des bordelaises. Un de leurs frères, Arnaud, lui, reste à Moissac et dirige la fabrique de Moissac. Tandis qu'un autre frère, François, s'installe à Saint-Domingue en 1776. Ça veut dire que cette famille Gouge contrôle tout de A à Z. Ils achètent les grains, ils les font venir à Moissac, ils les transforment, ils font cette farine qu'ils exportent ensuite à Bordeaux. Là, ils ont d'autres Gouges qui récupèrent cette farine et qui va se charger de la vendre. Et même mieux que ça, ils vont même construire leur propre bateau, non pas un bateau de rivière, mais un navire. Ils vont appeler ce navire la ville de Moissac, qui va partir pour Saint-Domingue en 1776. Et là-bas, ils ont un autre Gouge qui reçoit la farine et qui la vend sur place. Il contrôle tout. C'est une des familles les plus riches de Moissac. Alors c'est une bonne question que je me suis posée. Moi, j'ai pas la réponse. Peut-être que M. Potel pourra nous donner la réponse à la fin s'il est ici. Olympe de Gouges, c'est même époque, 18e siècle, mais maintenant c'est une famille considérable. Il y a des branches un peu partout. Même à Moissac, il y a plusieurs Gouges. Petite Gouge, telle famille. Donc, ils sont par exemple 14 frères et sœurs. Ceux dont je vous ai parlé. Donc, il y en a peut-être parmi vous qui connaissent Madame Génier, qui était née Gouge. Elle avait 14 frères. En tout, ils étaient 14 frères et sœurs. C'est considérable. Donc, ces grands négociants. Et on va terminer sur ces hôtels particuliers, où là, je vous montre quelques images. On va rentrer à l'intérieur. Alors, moi, j'ai pas pu rentrer. Donc, vous allez voir des photos en noir et blanc que vous pouvez retrouver sur Internet en tapant Patrimoine Occitanie. Vous avez un site de l'inventaire. Il y a un inventaire qui a été fait dans les années 80. Depuis les années 80, ça a peut-être changé à l'intérieur. Maintenant, là, les exemples que je vais vous montrer, c'est des grands hôtels particuliers. Vous vous rappelez, cette ville de Moissac, ceinturée dans ses remparts au XVIIIe siècle, commence à sortir de ses remparts, et notamment les faubourgs, le long de son port, le long de la rivière. Ici, l'image que vous avez, c'est celle que j'avais choisie pour le visuel du flyer. C'est, je pense à mon avis, l'un des plus beaux hôtels particuliers de Moissac du XVIIIe siècle. Vous voyez un pavillon central, donc un corps central, avec ces sortes de pilastres qui viennent encadrer la partie centrale, qu'on reconnaît grâce au premier étage aux fenêtres en plein cintre, grandes ouvertures en plein cintre. Deuxième étage, des pièces d'habitation. Troisième étage, c'est un grenier à l'origine, un grenier qui permettait de faire sécher des grains peut-être ou autre chose. Le balcon, il a été rajouté au XIXe siècle. Au XVIIIe, il n'y avait pas de balcon, mais il y avait un garde-fou, puisque vous avez des portes-fenêtres à l'arrière. Et si vous regardez, donc là, ça répondra à une question que j'ai eue tout à l'heure, il y a un petit balcon à la droite de ce bâtiment. Donc ici, sur la droite, vous avez une petite terrasse, et vous avez là aussi un garde-fou. Ben, c'est du fer forgé du XVIIIe siècle. Ce sont les garde-fous des grandes ouvertures en plein cintre qu'on a dans la partie centrale. Sur les côtés, vous avez des ailes, tout est au même niveau. La seule distinction, c'est le balcon et les fenêtres du grenier du dernier étage. Vous voyez, dans la partie centrale, elles sont ovoïdes, elles sont rondes, alors qu'elles sont carrées sur les autres ailes. Vous voyez la taille. Ça, c'est l'hôtel particulier des Vignes. Une famille de négociants. C'est considérable, construit à la fin du XVIIIe siècle. Pour vous donner un ordre d'idée, une famille, les Gouges, on parlait des Gouges, ils ont un patrimoine, tout compris, terre, maison et argent, évalué à 142 000 livres. C'est l'équivalent des grands marchés drapiers toulousains. Donc, en une ou deux générations, ceux qui font le négoce des farines au XVIIIe siècle, des moissonniers deviennent aussi riches que des marchands drapiers toulousains. Donc, c'est une fortune considérable qui s'est faite très rapidement, en quelques dizaines d'années. À l'intérieur de cet hôtel des Vignes, vous avez un escalier monumental en fer forgé, avec cette rampe en fer forgé, toujours du XVIIIe siècle. Et regardez les décors, ces stuqueries que vous avez. Donc ici on a des stucs. Et alors le médaillon, je crois que... Hop, alors, je vais vous montrer à la fin. Donc on a des stucs, vous avez le plafond du XVIIIe siècle. Ici vous avez un décor musical, des instruments de musique. Sur la gauche, on devine des dauphins qu'on retrouve ici, au-dessus de la porte. Donc là, vous avez des dauphins qui sont représentés. Et ici, donc, parmi ces stucs, le minot et le blé. On voit très bien ici le baril
en bois de hêtre, le blé, les gerbes de blé à l'intérieur, et la faucille qui permet de récupérer, de moissonner ce blé. Ils ont fait leur fortune grâce au commerce de farine. Autre hôtel juste à côté, on est dans le quartier de Montebello. Ici on a l'hôtel Cabanès. Pareil, construit au XVIIIe siècle, autre grand négociant, les Cabanès. Là, le bâtiment est monumental, on reconnaît très bien le pavillon central, plus haut que les ailes latérales de chaque côté. On retrouve, là c'est la photo ancienne, mais le garde-fou, ces ferronneries du XVIIIe siècle. Celles du premier étage sont plus travaillées que celles du deuxième, et celles du deuxième sont plus travaillées que celles du troisième étage. Ça montre aussi la hiérarchie des étages. À l'intérieur, une cheminée des cuisines. Alors ça, j'ai quand même voulu vous le mettre, parce que moi je ne suis jamais rentré. Là, c'est plus 18e, on est là plutôt période directoire, début 19e siècle. Tout début 19e siècle, on a un grand hall ici. Et pareil, le décor que vous avez au-dessus de la cheminée, c'est pas 18e, ça serait plus début 19e. Mais néanmoins, on voit l'intérieur de ces bâtiments très très bien décoré, considérable. Imaginez qu'avec, il y avait aussi des tableaux. Alors c'était le cas, je crois, pour l'hôtel des Vignes, si je ne me trompe pas. On avait, jusqu'en 1947, il y avait des tableaux qui représentaient des bateaux et des ports de France, et des paysages. Et en 1947, ces tableaux qui dataient du XVIIIe siècle ont été vendus à un antiquaire marseillais. Ça, c'est la grille du jardin des Cabanès. Aujourd'hui, c'est un magnifique jardin. À l'époque, rappelez-vous, il y avait des ouvriers qui travaillaient, des voituriers qui transportaient, il fallait des charrettes, il fallait conserver ses tonneaux, ses farines, etc. Une grille du XVIIIe. Ici, peut-être que les Moissagais vont reconnaître cette maison. Elle est connue aujourd'hui pour avoir accueilli pendant la Seconde Guerre mondiale les enfants juifs qui ont été sauvés. C'est une maison du XVIIIe siècle qui appartenait au Gouges d'Espot. Le propriétaire est là. Et le propriétaire est ici. Alors, je vous montrerai quelques photographies. Ce que vous voyez de l'extérieur, c'est ces fenêtres. Regardez les fenêtres du premier étage, des menuiseries du XVIIIe, remarquables et assez similaires de celles de la mairie qu'on a vues tout à l'heure. Là, c'est une photo qui date des années 80. On voit très bien les menuiseries. À l'intérieur, l'escalier, toujours pareil, cette magnifique rampe en fer forgé. En plus, la photo est magnifique. Il y a une ombre derrière qui est très très belle. Et là, la vue qui donne sur le Tarn, puisque c'est pas un hasard, bien sûr, ces grands hôtels particuliers sont construits sur le bord du Tarn, pour une question très pratique. C'est là où les grains arrivent, donc au niveau des voituriers, ça coûte pas très cher, ils n'ont pas grand chose à faire, donc ils sont sur place. Ces grands hôtels particuliers, c'est à la fois un lieu de vie, on y habite, mais c'est aussi le lieu de fabrique, où on fabrique ces farines. Donc c'est à la fois un lieu de travail et un lieu d'habitation. Ils sont à proximité de leur lieu de travail. Alors ici, je change un petit peu. D'ailleurs, c'est le dernier exemple que je vais vous montrer. On n'est pas ici sur un négociant, mais sur un noble. Toujours XVIIIe siècle. Grand hôtel particulier, mais qui appartient à un noble. C'est l'hôtel de la Volven. Donc, noble de la Volven, noblesse d'épée d'Europe, donc bonne noblesse. Rue Jean Mourat, l'actuelle rue des Arts, avec une cour à l'arrière que je vais vous montrer. Donc, pour ceux, la photo a été prise aujourd'hui. Donc aujourd'hui, il y a une friperie dans la partie basse, à côté du souffleur de verre. C'est pas très loin du souffleur de verre. À l'arrière, ça c'est la photo des années 80. Ça a peut-être été refait depuis, bien sûr. Là, on voit l'arrière, la façade principale, un retour sur la droite où il y a un escalier là aussi. Très très bel escalier. Et quelques décors, encore une fois, de stuc au niveau des manteaux de cheminée, au-dessus des cheminées, au-dessus des portes. C'est là où on mettait le décor. Alors là, c'est des fruits. On a des grappes de raisin, on a des pêches, on a d'autres fruits que je ne reconnais pas forcément. Des fruits soit qu'on produisait sur place, soit là aussi, grande famille noble, ils ont aussi des fruits exotiques, ça montre aussi de la richesse. Donc ça, c'est pour vous montrer que ce commerce de farine, au XVIIIe siècle, est très important pour Moissac. Moissac est une ville qui se développe démographiquement. Rappelez-vous qu'on démarre à 8000 habitants, on termine à 11 000. C'est un essor considérable et très très rapide. Rapide aussi la richesse de ces négociants, 10 familles qui vont contrôler ce commerce. Et de l'activité de ces 10 familles dépend toute l'économie moissagaise. Certains sont mis de côté. Les petits bourgeois qui ne sont pas rentrés dans ce négoce, ils vont connaître une évolution, mais beaucoup moins rapide que les marchands, par exemple.
et les petits paysans. Le problème de ce commerce des farines, c'est que c'est très évolutif le prix des farines. C'est la bourse. Mauvaise récolte, les prix augmentent. Pour les négociants, c'est parfait. Les prix augmentent, ils en ont moins, mais ils vendent plus cher. Et ils vont stocker chez eux. Le problème, c'est pour ceux qui ont peu de moyens, qui, eux, achètent le blé à Moissac pour manger du pain. Quand les prix augmentent, ils n'ont plus de moyens d'acheter du pain, d'où des émeutes et des tensions sociales. Donc, cette économie, essentielle pour Moissac au XVIIIe siècle, est aussi très fragile, à la fois au niveau économique, des guerres. Il y a de nombreuses guerres au XVIIIe avec l'Angleterre, des guerres d'Amérique, qui vont empêcher ce commerce entre Bordeaux et les Antilles. La Révolution va y mettre un terme avec le blocus napoléonien, le blocus anglais, et la fin du système de l'exclusif. C'est-à-dire qu'à partir de la Révolution française, les Antillais ne sont plus obligés d'acheter leur farine en métropole. Ils peuvent acheter directement dans les îles voisines ou aux États-Unis. À partir de là, c'est un peu la baisse de ce commerce des farines. Et donc, ces riches négociants, ces 10 grandes familles moissagaises, construisent des hôtels particuliers, reconstruisent les maisons. La place de la mairie, c'est pratiquement que des façades du XVIIIe siècle. À l'extérieur, c'est pas toujours très monumental, sauf les quelques exemples que je vous ai montrés, mais à l'intérieur, c'est là où on va avoir tout ce décor. Certains restent encore aujourd'hui, ces escaliers, ces cages d'escalier, ces stucs qu'on a toujours aujourd'hui. Ce qui a disparu, ça va être les tapisseries, les tableaux, le mobilier qui a disparu au fur et à mesure. Donc voilà, je m'arrête là. J'espère que je ne vous ai pas trop ennuyé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et si vous voulez après plus de renseignements, vous avez tous ces documents qui sont au service patrimoine juste au-dessus de nous. Y a-t-il des questions? Il y en a beaucoup déjà, on en a entendu pas mal. Y a-t-il d'autres questions? Oui, madame, je vous en prie, madame. Non, mais pas avec ça. Mais si, madame, mais si. Les maisons rue la Grèce Fossat, il y avait aussi des minotiers. Tout à fait. La Grèce Fossat est issue d'ailleurs d'une branche des Gouges. Et la maison, la Grèce Fossat, il y a une plaque qui l'identifie, appartenait aussi à des négociants de farine à l'époque. Il n'y a qu'un négociant, c'est les Lassabatiers, qui avaient leur maison sur une place en ville. Donc j'imagine que c'est... je pense que c'est la maison qui est à gauche de la mairie. Là, je m'avance. Mais elle est en tout cas à côté de la mairie, sur la place de la mairie. C'est les Lassabatiers. Et eux, ils avaient un problème au niveau des voituriers. Ça leur coûtait beaucoup plus cher de transporter les farines jusqu'à chez eux. Donc là, ils avaient affermé le droit de voiturage à une entreprise qui va se charger pendant 50 ans de faire le transport des bords du Tarn jusqu'à la place de la ville. Donc les maisons qui sont reconstruites, ce n'est pas que les riches qui vont reconstruire leur maison, mais les particuliers vont aussi rebâtir leur maison, au moins la façade. Les pans de bois, ça nécessite beaucoup d'entretien. Au lieu de rebâtir à pans de bois ou de remettre du torchis, on abat et on fait une façade de briques à la place. Donc la plupart des façades de Moissac aujourd'hui, c'est fin XVIIIe siècle.